Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Voilà maintenant quelques semaines que l'opération dite de la contre-offensive ukrainienne a commencé. Une opération confirmée dès les premières heures et les premières attaques qui ont ciblé la Russie par le président Vladimir Poutine lui-même. Mais cette contre-offensive semble avoir du plomb dans l'aile du fait de sa lenteur et ce de l'aveu même du chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny et de Mark Milley, patron du Pentagone également. Des aveux qui en disent long sur le déroulement des opérations militaires sur le terrain et nous en parlons juste après cela. Alors pour débattre de la contre-offensive ukrainienne ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre expert en questions internationales et militaires aujourd'hui, car c'est un volet qui va beaucoup nous intéresser. Il est en direct avec nous depuis Paris, monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonsoir monsieur et merci de votre invitation. Merci à vous. Madame Anne-Laure Bonnel, grand reporter de guerre et journaliste au Libre Média, média québécois, devrait nous rejoindre dans quelques instants. Nous allons dans ce cas commencer le débat directement avec vous, Manuel Pouchelet. Mais juste avant de vous donner la parole, je disais que Mark Milley, le patron du Pentagone, exprimait un peu son agacement, en quelque sorte, entre guillemets, du retard et de la lenteur accusée au niveau de cette contre-offensive ukrainienne en Russie. On l'écoute et on revient au débat. Donc cela va plus lentement que les gens ne l'avaient prédit. Cela ne me surprend pas du tout. J'avais dit que cette offensive qui se déroule, qui, soit dit en passant, progresse régulièrement, se frayant délibérément un chemin à travers des champs de mines très difficiles, etc. Vous savez, 500 mètres par jour, 1000 mètres par jour, 2000 mètres par jour, ce genre de choses. Des progrès lents, très délibérés. Ça a lieu. Mais est-ce que cela se produit plus lentement que les ordinateurs auraient pu le dire ou que d'autres personnes pourraient? Oui. Ce que j'avais dit, c'est que ça va prendre 6, 8, 10 semaines. C'est un combat existentiel pour l'Ukraine et ils se battent contre un pays très important de 140 millions d'habitants. 9 fuseaux horaires, une grande armée, beaucoup de munitions, etc. L'Ukraine se bat pour sa vie. Nous le rapportons toute l'aide qu'il est humainement possible d'apporter. Mais en fin de compte, les soldats ukrainiens attaquent à travers les champs de mines et dans les tranchées. Et c'est littéralement un combat pour leur vie. Donc oui, bien sûr, ça va un peu lentement, mais cela fait partie de la nature de la guerre. Vous venez donc d'écouter avec nous la déclaration de Mark Milley, chef des armées des États-Unis. Manuel Pouchelet, alors Mark Milley, on vient de l'entendre, tente tant bien que mal de nuancer un peu ses propos concernant le retard et la lenteur accusée par cette contre-offensive ukrainienne en Russie. Alors, d'un point de vue militaire qui est le vôtre, comment peut-on expliquer ce retard et cette lenteur ? Offensive, bon, il faut savoir que la Russie a mis en place, si vous voulez, un dispositif de défense ferme. Elle a compartimenté le terrain, donc si vous voulez, elle a assuré ses positions et attaquer les forces russes du côté ukrainien devient un exercice difficile. Les endroits étaient minés. Maintenant, je pense qu'il faut être très prudent sur les déclarations du général Milley, qui est un observateur, mais également aussi un long héritier, si vous voulez, des dernières opérations américaines, puisqu'il avait été nommé du temps du président Trump, et le voici maintenant sous la présidence de M. Biden. En ce qui concerne, je pense, le temps des opérations militaires, et si vous voulez, le temps journalistique, là est le problème, et je pense qu'on a tous tendance, si vous voulez, autant que nous sommes observateurs, vous les journalistes, nous les spécialistes, à vouloir que cette contre-offensive ukrainienne aille vite. Je ferai remarquer une chose, nous avons une armée ukrainienne qui lutte et qui se défend, qui met également en œuvre des systèmes d'armes. Alors là, je tiens à préciser ce vocabulaire qui est un petit peu important pour les téléspectateurs. Tout ce qui est mis en œuvre par l'Ukraine est un système d'armes, c'est-à-dire que ce sont des matériels militaires qui sont interopérables entre eux, qui dialoguent entre eux, et si vous voulez, le temps de la formation pour les mettre en œuvre est particulièrement long. Et les Ukrainiens ont été formés par l'OTAN dans différents pays, on va dire amis, où, si vous voulez, le temps a été autour de 4 mois à peine. Donc, les résultats
on ne peut pas espérer des résultats immédiats puisque vous devez mettre en œuvre ces matériels qui, on va dire, au niveau de l'emploi, si je peux me permettre, du mode d'emploi, sont particulièrement complexes, mais également pour les Ukrainiens, ça veut dire une chose, c'est-à-dire d'adapter leur doctrine et d'observer. Dans tout conflit, d'ailleurs, le général Miley a sûrement tiré les enseignements, vous savez. En général, les Américains ont pour habitude de tirer les premiers enseignements, ce qu'on appelle les early lessons, au bout de 90 jours. Donc, je traduis à peu près 3 mois, ce qu'ils observent, des remontées de terrain, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent moins faire, etc., ce qui est perfectible, ou au contraire, ce qui est acquis. Mais maintenant, on est dans une phase du conflit où les Ukrainiens décident de reconquérir leur territoire. Alors, parler de contre-offensive, je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais une chose est sûre, ils veulent reconquérir le territoire perdu. C'est l'expression attitrée, M. Pouchelet utilisée. Donc, je sais, oui, c'est celle qui est utilisée. Ouais. Mais pour qu'il y ait une contre-offensive, faudrait-il qu'il y ait une offensive russe? Oui. Et voilà, donc en fait, là je me permets de corriger un petit peu le verbatim que toutes les chaînes journalistiques nous proposent, et je partage votre vocabulaire, mais maintenant les Russes sont en position de défense ferme, ils ont compartimenté le terrain, ils tiennent des positions, et force est de constater pour l'armée ukrainienne, avec tout le courage qu'elle a, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, puisqu'il y a de la mobilité et beaucoup de contre-mobilité dans cette offensive où le terrain a été miné. Et vous n'évoluez pas de la même manière quand le terrain est miné ou ne l'est pas, puisque l'objectif des mines, c'est bien sûr de ralentir. On a vu différentes vidéos sur différents médias où l'on voyait des soldats ukrainiens à la peine. Maintenant, les Russes confirment leur professionnalisme dans l'utilisation des armes. Cette guerre d'usure, cette guerre qui grignote, entre guillemets, comme on a pu l'entendre parler dans différentes rédactions, et force est de constater que finalement, il y avait beaucoup de légendes autour des faiblesses de la Russie, mais finalement, la Russie confirme sa force, confirme sa présence et confirme surtout son expérience. Très bien, alors une question me taraude, en quelque sorte, après avoir écouté vos propos et votre entrée en matière, M. Pouchelet. Pourquoi, dans ce cas-là, les médias occidentaux, notamment, se sont précipités à annoncer, à faire des annonces sur les résultats de cette contre-offensive avant même qu'elle ne commence, et voici un peu que la montagne accouche d'une souris en quelque sorte, si vous me permettez cette expression. Oui, je pense que l'expression est peut-être appropriée, mais si vous voulez, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Vous savez, il y a un proverbe cambodgien qui dit une très belle phrase, nous avons la montre, ils ont le temps. Et je pense que face à cette initiative ukrainienne de reconquérir son territoire, il faut leur laisser du temps. Du temps, pourquoi ? Puisque si vous voulez la mise en œuvre de ces systèmes d'armes, je pense aux chars qui ont été livrés, puis en même temps vous aviez, et là je vous rejoins, il y avait cet enthousiasme occidental en disant si vous voulez, ça y est, l'Ukraine va percer parce qu'elle est dotée des dernières technologies. Et entre guillemets, qui pourrait dépasser, voire surmonter celle de la Russie. Très bien, très bien. Mais c'est important de vous le signaler en tous les cas ce soir. Je pense que l'heure est à l'observation et ne confondons pas vitesse et précipitation en tout cas. Très bien, Manuel Pouchelet. Alors Bonnel, vous venez de nous rejoindre. Donc je disais lors de mon introduction que vous êtes grand reporter de guerre. On vous a connu justement lors de vos différentes couvertures de ce qui se passait au Donbass en Ukraine. Vous êtes également journaliste au Média Libre, c'est un média québécois. Et d'emblée, j'ai envie de vous interroger sur votre impression autour de cette contre-offensive à laquelle on s'attendait à des résultats beaucoup plus probants, du moins à en croire les médias occidentaux. Bonsoir. Oui, cette contre-offensive a débuté il y a environ 4 semaines. Je reprendrai moi les mots du colonel Goya, connu pour n'avoir aucune tendance pro-russe, qui s'est exprimé récemment sur un média français et qui a dit ça ne marche pas. Oui. Alors c'est une première. Cette réflexion, cette affirmation, ça a été également suivi et appuyé par le général Gomard. Le général Gomard est l'ancien chef de la direction militaire française, la DRM, qui, après 4 semaines, reconnaît que le public, l'opinion publique, les observateurs, en tout cas français, s'attendaient à une contre-offensive
peut-être plus fracassante, Oui. pardonnez-moi ce terme inadéquat. Et il dit la chose suivante, écoutez, nous faisons preuve de réalisme, nous avons la masse humaine est plus importante et tout le monde semble d'accord pour reconnaître que le front est figé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'après 4 semaines de contre-offensive, il y a environ 170 km² qui ont été reconquis, ce qui n'est rien. Et beaucoup parlent d'une contre-offensive qui stagne. Oui. En tout cas, qui donne le sentiment pour le grand public, ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que n'oublions pas qu'une contre-offensive, ce sont des hommes qui meurent de chaque côté, mais nous assistons à une certaine déception. Peut-être que le public et l'opinion publique, parce que c'est devenu, c'est terrible à dire, une sorte de match aujourd'hui, hein, depuis 16 mois que beaucoup regardent à la télévision. Peut-être s'attendait-on à une contre-offensive plus spectaculaire avec des gains territoriaux plus importants, comparables à ce qui s'était passé pour Kherson. Oui. Voilà. Oui. Oui. Je crois qu'on avait 12 000 mètres carrés qui avaient été 12 000 mètres carrés. Donc c'est incomparable. Voilà où nous en sommes. Très bien, Anne-Laure Bonnel, restez avec moi justement. Je voulais également vous interroger sur les propos du chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, qui a tenu des propos plutôt, pardonnez-moi l'expression là aussi, familiers, en disant que cette lenteur le gonfle en quelque sorte. Comment un chef d'armée ukrainien, donc le patron de l'armée, qui a normalement dû préparer une opération militaire d'une telle ampleur, peut se dire justement gonflé en quelque sorte ou déçu de ce qui arrive sur le terrain? N'est-ce pas un aveu d'échec, un aveu d'impréparation en soi? Alors, je pense que des deux camps, il y a beaucoup d'épuisement. Hein. On a assisté à des débordements de mots de chaque camp. Je ne citerai personne. En tout cas, oui, c'est la première fois que l'on entend ça de façon aussi déclarative et déclamative. Ostentatoire, oui. Voilà, côté ukrainien, il y a une déception. Le sentiment, peut-être, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Alors après, comme vous le savez, il faut faire très attention à ce qui est dit parce que c'est le brouillard de la guerre. Ça peut également être une stratégie de communication. N'oubliez pas que nous avons le sommet de l'OTAN à Vilnius le 11 et 12 juillet. Exactement. Moi, c'est ça qui arrive à grands pas. Donc, pourquoi dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir une demande d'investissement de la part de l'OTAN en matériel ou en hommes? Aujourd'hui, tout est possible. Et il faut également, alors je suis d'accord, je reconnais comme vous que c'est la première fois qu'on attend ça, et Exactement. Ça donne le sentiment d'un aveu d'échec avec une critique face aux Occidentaux qui auraient poussé à cette contre-offensive, alors que il en ressort de cette déclaration que les Ukrainiens ne semblent pas prêts. Et c'est terrible à entendre, parce qu'encore une fois, qui dit pas prêt dit des morts et dit encore des soldats et beaucoup de souffrance. Mais en parallèle à cela, il faut quand même garder à l'esprit que nous entrons là dans une période très très complexe avec ce sommet de l'OTAN, avec le sommet des BRICS en août. Beaucoup de choses vont se jouer, beaucoup de choses doivent se dire. Comment le monde va basculer? Quels choix vont être faits? Cette contre-offensive, je m'appuie encore une fois parce que je ne suis pas militaire, mais sur le colonel Goya et le général Gomard qui d'eux-mêmes font l'aveu tout de même d'un échec. Maintenant, de la DRM française, rappelons-le, oui. Lors de ce sommet de l'OTAN, c'est ça la vraie question. On fait quoi maintenant? On continue? Est-ce que des hommes sont prêts à négocier? Le matériel ne peut pas tout, on le voit bien. Alors, qu'est-ce qu'il va être annoncé? Très bien. Des pourparlers, l'envoi d'hommes sur place, à mes yeux, c'est la grande question. Très bien, donc c'est la grande question, Manuel Pouchelet, du point de vue d'Anne-Laure Bonnel. Peut-être une contre-offensive, je reprends encore cette expression,
que vous venez de peut-être corriger parce que vous êtes un peu connaisseur en la matière, Monsieur Pouchelet. Donc une contre-offensive contre nature, peut-être une opération de com qui aurait pour objectif de mettre la pression sur les membres de l'OTAN avant le sommet de Vilnius. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je partage l'avis de Madame Bonnel, tout à fait. Il y a cet agenda de l'OTAN, il y a cet agenda des BRICS, mais je vous ferai remarquer qu'il y a aussi eu les missiles Dominici qui ont été missionnés par Pékin pour aller au-devant de Monsieur Poutine. Et les Chinois, si vous voulez, s'agacent aussi de voir leur projet de nouvelle route de la soie qui transite par cette région qui est bloquée, si vous voulez. Maintenant revenons aux propos du général ukrainien. Je pense que c'est ni plus ni moins que la voix de Monsieur Zelensky. Et vous savez, le franc-parler des militaires, à ce niveau-là. Maintenant, une chose est sûre, je pense que les Ukrainiens et surtout les membres de l'OTAN, excusez-moi, je devrais plutôt m'exprimer comme ça, veulent du résultat et ils n'obtiennent pas ces résultats. Vous savez, pour former un bon soldat, c'est minimum 2 ans pour qu'il soit opérationnel. Un équipage de chars, c'est minimum 5 ans. On ne peut pas contracter le temps à quelques mois ou à quelques semaines, si vous voulez. Et c'est là que ça devient complètement irréaliste et irréalisable. Maintenant, l'OTAN, je pense, tire les enseignements de cet échec pour l'instant de cette opération de reconquête du territoire, je vais plutôt employer ce terme-là, parce que les Russes ont consolidé leur position et l'armée russe est forte, ne l'oublions pas. Elle contredit un petit peu toutes ces légendes qui tournaient en disant oui, finalement, ils sont pas prêts, etc. C'est faux. Maintenant, on a une armée russe qui tient, qui je pense, a lutté aussi de son côté à tirer les enseignements de ces opérations, notamment avec le soutien logistique, parce que je vous ferai remarquer que pour résister comme elle tient ses positions, il lui faut une chaîne logistique qui est irréprochable, notamment en approvisionnement d'obus, et puis aussi en relève de personnel, puisque vous doutez bien qu'on atteint aussi les capacités humaines et on a également aussi les morts. Donc maintenant, et l'aspect économique dont on ne prend pas en compte, mais n'oublions pas, nous sommes dans une guerre où la communication a une place très importante, ce qui nous propose ces échanges entre experts militaires. Et en ce qui concerne le colonel Goya et le général Gomard, moi, ce sont des personnes que j'ai connues durant ma carrière précédente et qui ont toujours dit des choses très vraies et authentiques. Et il faut s'appuyer, si vous voulez, sur leurs expériences respectives en termes d'appréciation de la situation. Je pense que, si vous voulez, du côté français, nous avons une analyse beaucoup plus prudente que du côté américain. Maintenant, ne l'oublions pas, le temps qui est alloué, si vous voulez, vous savez, le militaire travaille toujours en planification et la fenêtre de l'été était quelque chose qui semblait être, on va dire, favorable aux Ukrainiens. Vous savez, on a toujours parlé de cette boue qui allait immobiliser les véhicules, enfin bref, que des légendes. Mais bon, les matériels modernes, ça évolue dans tout type de terrain et tout type de situation. Moi, j'ai beaucoup plus de crainte que si l'armée ukrainienne arrivait épuisement à l'automne, que va-t-il se passer cet hiver? Voilà. La question demeure posée et entière. Et je pense que le sommet de l'OTAN apportera des réponses, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse proposer plus de soutien à cette armée ukrainienne, à qui on demande beaucoup de résultats et qui lutte avec leurs moyens et leurs énergies. Et c'est ça qu'il faut saluer en tout cas. Alors je reprends un peu les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui déclarait donc lors de son point de situation du 30 juin au 3 juillet que la semaine a été très difficile sur le front, mais que nous réalisons des progrès, nous avançons pas à pas. Ce sont les propos du président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky. Manuel Pouchelet, le reste avec vous. Est-ce qu'il faudrait envisager en quelque sorte l'armée ukrainienne qui battrait peut-être en retraite durant les prochains jours, peut-être durant les jours qui précéderont le sommet de Vilnius? Certains observateurs estiment qu'il est temps peut-être de mettre un terme déjà à cette contre-offensive. Je pense que l'objectif de l'armée ukrainienne est de garder ses matériels et ses effectifs. Ne l'oublions pas, on parle d'hommes qui meurent. Platon disait « seuls les morts voient la fin de la guerre ». Maintenant, je pense que l'armée ukrainienne doit réussir à conserver ses effectifs. Parler de retrait, ce serait peut-être encore trop tôt, mais une chose est sûre, il faudrait qu'elle consolide ses positions. Mais vous savez, pour consolider ses positions, c'est-à-dire passer en position de défense ferme, il lui faut des effectifs et des moyens. Et malheureusement, ces moyens, elle est en train de les perdre. Alors peut-être qu'en effet, un repli bien ordonné permettra peut-être de relancer ultérieurement une contre-offensive. Mais voilà ce que je peux vous dire ce soir, en tout cas, au regard des connaissances que j'ai sur le sujet, en tout cas. Anne-Laure Bonnel, peut-être je vous retourne la même question, en précisant peut-être par-dessus
que les propos et les peut-être accusations interposées entre Russes et Ukrainiens sur les menaces qui pèseraient peut-être sur la centrale nucléaire de Zaporizhia sont elles aussi une espèce de diversion pour essayer en fait de détourner le regard des médias sur ce qui se passe sur le terrain, sur le front, en ce qui concerne cette contre-offensive. Écoutez, on a eu beaucoup de phases de détournement qui participent. Hein. C'est très classique de la guerre de l'information. C'est une guerre hybride et l'information est un facteur, comme vous le dites, de divertissement de l'opinion publique. C'est possible. Certaines personnes s'étonnent tout de même de l'intérêt pour les deux camps d'un tel incident qui porterait des torts à l'ensemble des concernés. Comme vous le dites, cette contre-offensive, cette nouvelle tombe au moment où la contre-offensive est pensée par des experts militaires comme un échec, reconnu comme tel par des Ukrainiens. Est-ce que c'est un effet de communication? Oui. C'est possible. En tout cas, il semblerait que la nouvelle est tombée là il y a peu de temps, que les experts qui se sont rendus sur place il y a quelques semaines, eux, affirment n'avoir vu aucun explosif. Ça vient d'être. Donc, on a eu un petit démenti. Hein, j'ai vu ça sur Twitter par un site très sérieux il y a quelques heures de ça. Donc, on voit tout de même que ça commence à être discuté. On a traversé, pardonnez-moi, 24 heures de grande angoisse, mais on commence à être habitué. On a vu ça avec la communication autour des documents déclassifiés de la CIA. On a vu ça avec la fameuse bataille de Moscou qui n'a pas eu lieu. Vous voyez bien tout de même qu'on a dans cette guerre, mais comme dans toutes les guerres, des événements qui sont volontairement amplifiés sur les réseaux sociaux. Et on ne sait ni d'où ça vient, ni qui en est l'instigateur, mais c'est une stratégie, c'est le fameux brouillard de la guerre qui perturbe l'opinion publique et parfois permet de faire diversion sur des sujets qui fâchent. C'est un grand classique. De là à l'affirmer, je n'en sais rien, mais il semblerait tout de même que ça redescende et que les inspecteurs de l'IAEA reviennent et remettent en cause la présence d'explosifs. Voilà ce que je sais à cette heure précise. J'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Pour ma part, je doute que tout ça soit très sérieux. Très bien, Laure Bonnel. Manuel Pouchelet, laissez-moi vous lire une déclaration du chef du comité militaire de l'OTAN qui a déclaré, Dixit, nous devrions nous tenir à l'écart des commentaires sur l'Ukraine en disant qu'il devrait aller plus vite ou qu'il est décevant qu'il n'aille pas assez vite. Dans le même temps, on parle d'importants obstacles défensifs russes sur la ligne de front. Vous en parliez également. Alors, première question dans la question. Comment expliquer cette déclaration du chef du comité militaire de l'OTAN? D'une part, est-ce que vous, l'expert militaire ou l'ancien expert militaire, pouvez-vous nous détailler un tout petit peu justement ce type d'obstacles défensifs russes mis en place sur le front? À part le dispositif minier, bien sûr. L'OTAN, si vous voulez, reconnaît, et ce conflit est très intéressant pour l'OTAN puisqu'il reconnaît, si vous voulez, la capacité de la Russie à résister, à s'organiser. Ça, c'est quelque chose que l'OTAN, à mon avis, n'avait pas pris en compte. Pourquoi j'en parle ce soir avec vous sur votre antenne? Parce que je pense que les déclarations de l'OTAN, c'est pas un aveu de faiblesse, mais tout simplement un verbatim qui reconnaît et qui respecte l'adversaire, on va dire ça comme ça, et qui confirme que finalement, cette phrase de Clausewitz… Ce sont quand même 3 déclarations de 3 chefs militaire d'envergure. Alors, Marc Miley d'un côté, Zaloujny de l'autre, et je le disais donc, le chef du comité militaire de l'OTAN. Oui, ce sont des chefs de premier rang, il faut les écouter, et le verbatim est tout à fait approprié par rapport à la situation à laquelle ils font face. Le journal de marche des opérations de ce conflit est, on va dire, très surprenant à chaque fois. Maintenant, je pense que l'OTAN a perdu une chose, c'est la notion du temps. Rappelez-vous l'opération en Irak, les opérations en Irak, rappelez-vous les opérations en Afghanistan, où tout est allé très vite, à tel point que chaque fois, en Occident, on rentrait et on se mettait devant son téléviseur pour savoir
savoir où est-ce qu'ils en étaient pour suivre un petit peu la progression des forces alliées. Maintenant, on a quand même un conflit qui est délicat. Ces déclarations sont importantes, il faut les prendre en compte. Je pense que le temps de l'OTAN n'est pas celui des spécialistes et celui des journalistes. Je pense qu'on s'impatiente. Et encore une fois, comme le disait Clausewitz, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de notre volonté. Et c'est ce que font les Russes pour l'instant. Très bien, Clausewitz, qui disait également que la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens. On verra si la politique tiendra ses promesses lors du prochain sommet de Vilnius. Merci à vous. Anne-Laure Bonnel, grand reporter de guerre et également journaliste au Libre Média québécois, d'avoir été avec nous. Manuel Pouchelet, expert des questions internationales et questions militaires. Vous étiez tous les deux en direct avec nous, de Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international qui vous reviendra dès demain. Restez fidèles d'ici là, L24 News.